mais il faut continuer et parfois elles répondent à J20, J25, J30. OK. Mais si vous faites le taux cumulé sur X cycles et comparé aux gonadotrophines, comme vous avez des taux de grossesse qui sont bien plus importants, in fine, ça vaut la peine effectivement de se donner le mal de leur proposer ce traitement parce que c'est quasiment efficace à 90% des cas au bout de 6 cycles, quand l'indication est la bonne. Alors, ça... Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Enfin, on va pas faire 15 cycles, mais vous pouvez, nous, ça nous est arrivé pour une grossesse, que des patientes soient enceintes au 5e ou 6e cycle. C'est vraiment la méthode la plus physiologique, hein. On restaure en fait l'interrupteur central qui était éteint. On restaure une pulsatilité donc de cette fameuse GnRH qui ensuite va stimuler l'hypophyse puis les ovaires. Donc finalement, on est dans des taux d'estradiol qui sont physiologiques. Et alors, on va voir un petit peu comment ça se passe ensuite. Je vous ai mis bien sûr des cas de monitorage pour voir un peu les doses, etc. Vous changez, donc on disait les potes toutes les 72 heures. Et puis, par contre, il faut revoir la patiente à chaque début de cycle pour voir s'il n'y a pas eu un... Parce qu'en fait, nous, on la forme en consultation la première fois. Et puis après, elle le fait elle-même. Alors, il y a un numéro vert, elle peut appeler le labo et puis elle peut nous solliciter ou solliciter l'équipe s'il y a un souci. Mais c'est vrai que c'est bien de la revoir si elle n'est pas enceinte avant de lancer un deuxième cycle pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème de maniement, qu'elle n'a pas interrompu. Enfin, de toute façon, si elle a interrompu alors que ça commençait un petit peu que le taux d'estradiol commençait à augmenter, on le sait tout de suite, hein. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas, par exemple, ne pas mettre le pot pendant une journée. L'objectif, c'est donc une ovulation monofolliculaire et vous pouvez régler en fait la télécommande entre 5 et 40 microgrammes par pulse avec des paliers en fait qui sont très petits. Du coup, ça permet vraiment d'avoir un ajustement très subtil des doses. Et grosso modo, retenez que vous allez mettre une fréquence des pulses toutes les 90 minutes. Vous n'allez pas commencer au moment où vous avez l'impression que la patiente ovule à accélérer et ensuite à baisser en phase lutéale. Vous paramétrez sur 80 pulses toutes les 90 minutes. Comment vous allez décider de la dose de départ, parce que c'est ça qui va vous intéresser? Eh bien, il va falloir effectivement évaluer la réserve ovarienne, l'âge de la patiente, et puis le contexte, c'est-à-dire que si la patiente elle a un hypo-hypocongénital avec des gonadotrophines effondrées, il faudra lui proposer des grosses doses. Si c'est une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle peu sévère, on commencera par 10 microgrammes par pulse, par exemple. Mais vous allez voir, on va voir le monitorage. Est-ce qu'il faut... La question est... Alors voilà, on a commencé. Donc on a posé, on lui a donné un traitement hormonal substitutif. J'ai mis S exprès et pas J parce que vous pouvez commencer n'importe quand. Cette patiente, elle ovule pas. Donc vous pouvez, si elle est en vacances, qu'elle a pris son traitement et qu'elle revient 7 jours après avoir arrêté son traitement hormonal, c'est pas un problème. Vous pouvez lui poser la pompe au 8e jour. Donc, vous avez fait un premier contrôle. Donc, au 8e jour de la stimulation, un estradiol, elle avait 30 qui est passé à 59. Vous poursuivez la même dose. S14, ça n'a pas, c'est stable. Donc là, on augmente de 5 microgrammes par pulse. Et vous voyez, ça a suffi en 5 jours. Maintenant, elle a 152 microgrammes par pulse avec un follicule à 16 mm et un endomètre à 8 mm. Oui. Une dose un peu forte. C'est qu'on peut quand même du coup les hyperstimuler. Ouais, Donc ok, d'accord. Ok. non, non, globalement un hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel peu sévère, on commence à 10 microgrammes. Et puis quand elles ont des ovaires multifolliculaires sous-jacents, ce qui peut arriver, attention, ça n'est pas un SOPK parce qu'on ne peut pas être en hypo-hypo et avoir un SOPK. On peut avoir un SOPK, je peux avoir eu de l'acné, c'est le cas d'après, avoir eu de l'acné et une spanioménorrhée entre 15 et 20 ans. J'ai un SOPK. Alors, le SOPK, vous savez que les critères, voilà, mais j'ai grosso modo un profil SOPK. Et puis, à 30 ans, je commence à mettre en aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Du coup, j'ai plus à ce moment-là un SOPK, mais en revanche, je peux avoir une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle avec des ovaires multifolliculaires sous-jacents. Et là, si je donne une grosse dose de LHRH, je vais risquer d'être, voilà, pas du tout, je vais pas faire une stimulation satisfaisante. Alors, c'est tous les 7 jours.
La fréquence du monitorage, donc on n'est pas obligé de commencer, enfin en gros hein, elles vont pas répondre au bout de 4 jours de STEAM. Hein. Donc, alors, la seule situation, c'est si vous posez une pompe à une dame qui a une part d'insuffisance ovarienne associée, encore une fois, mais là c'est subtil, et où parfois elles ovulent très tôt dans le cycle, mais ça vous le verrez dans les cas d'autres situations de STEAM, où là effectivement, si elles ovulent spontanément vers J8, J9, eh bien il faut poser la pompe dans ces cas-là plus tôt, mais c'est la seule situation. Mais sinon, si c'est vraiment un hypo-hypo pur, isolé, et bien dans ces cas-là, voilà, tous les 7 jours, grosso modo. Donc vous avez vu, on avait fait S8, S14, et puis après on a fait S20, quoi, tous les 6-7 jours. C'est pas une science exacte, hein, c'est un peu au feeling. Ouais, ouais. Alors, le AS8, on n'en avait pas fait là. On a commencé, on peut attendre aussi d'avoir le taux des... Comme parfois elles mettent 25 ou 30 jours à répondre, on peut aussi attendre d'avoir le bilan hormonal et dire vous faites l'écho le lendemain. Là, on n'est pas dans une situation où on veut être hyper précis, déclencher, etc. Donc voilà, ça se passe sous la couette, physiologiquement. OK? Donc du coup, bah voilà, là, j'ai répondu à la question, j'ai spoilé. À ce stade de la stimulation, donc vous avez vu, elle a un estradiol à 152 picogrammes par ml et un follicule à 16. Eh bien, est-ce qu'on déclenche l'ovulation par de l'HCG? Est-ce qu'on déclenche oui, non? Ça dépend de son dosage de LH de base ou on ne se prononce pas. Tout le monde déclenche. Ah, vous déclenchez ou pas? Pourquoi on déclenche pas, vous savez ou pas? Bah oui, parce qu'en fait, du coup, elle va avoir un estradiol qui va grimper, on va avoir un rétrocontrôle, on va avoir un pic de LH spontané, en fait. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de déclencher l'ovulation. Donc, c'est vraiment, quand on a restauré, on a allumé la lumière, tout se passe ensuite naturellement. Oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que nous, on trouve ce traitement. Alors, c'est sûr, il a un coût et il faut un petit peu se former. Enfin, moi, quand j'ai posé la première, j'avais pas été formée. J'ai regardé sur la notice. Hein. En plus, là, les pompes aujourd'hui modernes, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, faut se lancer, en fait. Sinon, le labo peut parfaitement venir vous former aussi au cabinet, pour ceux qui sont au cabinet ou oui, oui. Non, on n'a aucune raison d'associer le déclenchement. Oui, Un cycle de pompe. bah on ne déclenche pas. Mais et donc du coup ensuite, qu'est-ce qu'on bah, c'est ça, c'est la suite. Donc Mm. là, en gros, vous avez votre patiente, elle est en train d'ovuler là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on lui dit? D'avoir des rapports. On lui explique bien que c'est pas à minuit ce jour-là, mais elle a un rapport un jour sur quand elle veut, quoi. Tous les jours ou un jour sur deux dans la fenêtre, voilà, qui suit. Mais là, voilà, c'est le moment. Et à partir du moment où donc on sent que les choses se passent, eh bien, donc ça c'était pour vous expliquer qu'on n'a pas besoin de déclencher l'ovulation. Eh bien, quelques jours après, 3-4 jours après, on fait un dosage de progestérone. Voilà. Et donc, eh bien, c'est super. La progestérone, là, elle est à 4,91 nanogrammes par ml. Alors, vous allez me dire quel est le taux de progestérone? Grosso modo, au-delà de 3, voilà. De toute façon, après, vous allez soutenir. Donc, au-delà de 3 nanogrammes, la patiente, elle est en train d'ovuler ou elle a ovulé. Et donc, on va pouvoir retirer la pompe ou la laisser si vous voulez la mettre en soutien. Parce que c'est surtout le piège, donc vous avez stimulé, vous n'avez pas déclenché. En revanche, si vous retirez la pompe parce que soi-disant elle a ovulé, qu'est-ce qui va se passer? Et que vous faites rien d'autre? Est-ce que le corps jaune, il va tout de suite prendre le relais et sécréter de la progestérone? Ouais. Donc, on a besoin d'un soutien en attendant que l'HCG stimule le corps jaune pour produire de la progestérone. Ça, c'est clair ou... D'accord. Donc, du coup, là, pour l'instant, cette patiente, elle a sa sécrétion pulsatile de GnRH qui a stimulé sa LH et sa FSH. Elle a fini par avoir un follicule qui a poussé, elle a sécrété de l'estradiol. Il y a eu un rétrocontrôle et un pic de LH qui a permis l'ovulation. Et donc, elle a une progestérone au-delà de 3 nanogrammes par ml. Si vous ne faites plus rien, que vous retirez la pompe, parce que si vous laissez la pompe, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va continuer à avoir des sécrétions de LH et puis ensuite, ça va reprendre le relais si elle est enceinte, par les HCG.
Et donc ensuite, on est bon pour avoir une sécrétion de progestérone adéquate et un corps jaune qui va prendre le relais. Mais dans cette période, entre le moment où elle ovule et le moment où l'HCG va prendre le relais, il faut forcément avoir quelque chose qui soutient. Et donc, si vous retirez la pompe, tout va se casser la figure. Donc, soit dans ces cas-là, vous faites un soutien par de la progestérone, soit vous faites un soutien par de l'HCG directement, des clics. Nous, c'est ce qu'on propose parce que c'est plus simple. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Soit vous laissez la pompe, soit vous faites des clics d'HCG. Donc, au Vitrel, par exemple, 8 clics, J0, J3, J6 après le retrait de la pompe. Donc là, vous voyez, on est à S24, on retire la pompe. Ce jour-là, on fait une première dose de 8 clics de Vitrel, 3 jours après 8 clics et 3 jours encore après 8 clics. OK ? Et après, on fait un dosage d'HCG un petit peu à distance parce que sinon, vous risquez de doser l'Ovitrel. Donc après, il y a des fausses bonnes surprises qui sont en fait, la patiente, juste, on a dosé l'Ovitrel résiduel. On peut soutenir par la progestérone aussi. Vous faites, c'est ce que je vous ai mis sur le schéma d'après, en fait. Donc là, sur ce schéma-là, c'était pas de l'Ovitrel, mais bon, peu importe. Donc 3 options, HCG, progestérone vaginale ou poursuite de la pompe. Mais encore une fois, c'est pas des recos, hein. Il y a aucune reco, mais c'est donc vous faites un peu, vous discutez avec la patiente, voilà. Et donc cette patiente, elle a été enceinte et on n'était pas très étonnés parce qu'en fait, ça marche super bien. Ça, c'est les études des séries françaises qui montrent que, en fait, grosso modo, le taux de grossesse cumulé, il est de 70 à 100% après 6 cycles, qu'il y a peu de grossesses multiples et peu de complications. Et qu'en moyenne, elles sont enceintes. En fait, il leur faut 2,8 cycles pour obtenir une grossesse et que la grossesse est menée à terme dans 92% des cas, des bébés eutrophes et aucun cas d'hyperstimulation ovarienne sévère si on a bien adapté les doses. Et donc, il y a des études anciennes qui ont comparé justement la pompe aux HMG, parce que vous allez me dire pourquoi s'enquiquiner à faire tout ça, voilà. Et ben, en fait, donc là, on a une série, et une méta-analyse de Tranoulis, donc qui montrait effectivement que c'était plus efficace que les HMG pour obtenir une grossesse et qu'il y avait moins d'hyperstimulation. OK ? Question Lorraine sur le chat, est-ce qu'on peut utiliser les analogues de la GnRH, donc le DK, Ouais. quand on a une pompe à GnRH? Bah, J'imagine qu'ils pensent en soutien lutéal, mais... non, pas du tout. Ça paraît plus compliqué que tout le reste, ouais, quoi. En soutien, les analogues, non. J'en ai pas du tout ni l'expérience. Ça n'a pas d'intérêt parce que si tu laisses la pompe en place... On risque de... Ça ne sert à rien d'utiliser du DK en plus. Je ne sais pas quelle est la pensée, mais globalement, il n'y a pas de place pour le décapeptile dans vos cycles de pompe. On est d'accord. Ok. Je te laisse continuer, on fera à la fin. Mais... alors, on va passer au deuxième cas clinique qui est celui d'une patiente de 32 ans. Vous allez voir, ça ressemble un peu au premier, mais ce n'est pas tout à fait le premier. On ne va pas faire la même chose. Elle a 32 ans, elle est juriste. Elle, c'est une aménorrhée secondaire depuis 12 mois. Elle, c'est un peu différent de la patiente d'avant parce qu'elle avait eu une spanioménorrhée primaire. Ses cycles avaient toujours été irréguliers. Et elle avait eu Diane 35 de 20 à 26 ans parce qu'elle avait une acné à l'époque. Maintenant, elle n'a plus d'acné. Aujourd'hui, elle a 32 ans, elle a un BMI à 17,5 et elle vous dit qu'elle a perdu 7 kilos en 6 mois parce qu'elle s'est mise au sport. Puis ensuite, elle a repris 3 kilos. Elle n'a pas d'antécédents particuliers et elle a déjà réalisé 2 bilans. Le premier retrouvait plutôt un profil d'hypo-hypo, vous voyez. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Avec des androgènes normaux. Et le deuxième, il était plutôt... on ne sait pas à quel moment du cycle ce deuxième, elle l'a réalisé, mais enfin, elle a peut-être un profil plus un peu OPK-like, entre guillemets. Donc, elle dit aussi qu'elle a déjà pris 10 jours de progestérone et que de temps en temps, elle saigne et que de temps en temps, elle ne saigne pas. Ça, pour moi, c'est la situation la plus classique. Je ne sais pas si finalement, la première, elle est facile, mais celles qui ont des bilans fluctuants et des tests fluctuants, c'est assez classique. Elle a fait une échographie pelvienne, elle a un utérus normal, un endomètre à 3 mm et elle a des ovaires qui ne sont pas énormes, ils font 25 par 15 mm et en revanche, il y a 25 follicules par ovaire. L'IRM hypophysaire est normal, à la fois au niveau de l'hypophyse et de la tige. Devant ce tableau clinico-biologique et échographique, quelle est votre hypothèse diagnostique? Donc là, c'est un autre sondage. Est-ce que cette patiente, elle a un SOPK actuellement? Est-ce qu'elle a un hypogonadisme hypogonadotrope isolé actuellement?
Est-ce qu'elle a ce qu'on appelle un hypogonadisme hypogonadotrope et en plus un SOPK, ou est-ce qu'elle a un hypogonadisme hypogonadotrope et des ovaires qui sont multifolliculaires? La 4, bah, c'est très bien, ça vous êtes fort parce que les autres années... Ceux en distanciel, on les a spoilés là. Pardon? Oui, oui, oui. Bah, qui reflète effectivement le fait que probablement à un moment, elle doit avoir un petit profil. Elle a, entre guillemets, elle, cette patiente, elle a eu un SOPK à un moment. Mais là, comme elle se met en hypo-hypo, en fait, on ne peut pas avoir un SOPK et un hypo-hypo en même temps. On a soit l'un, soit l'autre. Mais quand on est entre les deux et si on retrouve des cycles parce qu'on a repris un peu de poids, etc., on peut de temps en temps repasser un peu sur le mode dystrophique et donc avoir un test à ce moment-là au progestatif positif, une ELH qui est partiellement écrétée comme dans les SOPK, et surtout, donc c'est pas des ovaires d'aspect SOPK, c'est gros ovaires avec un volume supérieur à 10 ml, etc. En revanche, c'est des patients qui ont plein de follicules dans leurs ovaires, et elles, si on les stimule trop fort, elles vont être à risque d'hyperstimulation. Donc, je crois que vous avez bien répondu. C'était effectivement la quatrième réponse. Donc, cette patiente, elle a eu à un moment des troubles du cycle et de l'acné. Mais c'est ce qu'on appelle le diagnostic d'exclusion. Et en ce moment, c'est pas ça qu'elle a. En ce moment, elle est en hypoœstrogénie clinique. Elle a un coup une LH basse avec un estradiol bas, puis une inversion. Elle n'a pas d'hyperprolactinémie. Donc, son déficit gonadotrope aujourd'hui, il n'est pas lié au SOPK, il est lié à l'hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel dans le contexte de perte de poids, d'activité physique et puis d'IRM hypophysaire normale. Pourtant, vous me dites effectivement qu'avant, elle avait de l'acné, une spanioménorrhée, qu'elle a une Diane 35, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, elle est dans un tableau d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle avec, de manière sous-jacente, des ovaires multifolliculaires. Peut-être que cette dame, si elle reprend des cycles, qu'elle reprend son poids, etc., elle est plus sur un versant SOPK. Mais aujourd'hui, elle n'a pas un SOPK, elle a une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle et des ovaires multifolliculaires. Donc là, chez elle, du coup, elle a un désir de grossesse. Qu'est-ce que vous lui proposez en première intention? Donc, on a proposé, nous, un traitement par citrate de clomifène. Les recommandations, vous avez vu, de l'américaine disent qu'on peut commencer par ça. Moi, je trouve que ça vaut la peine parce que c'est vrai que c'est plus simple. Ça nous donne aussi un peu une idée de comment elle répond. Et donc, on a essayé un demi-comprimé par jour, puis un comprimé par jour. On a monitoré cette fois-ci à J12 et en fait, elle n'a pas été enceinte. Donc, on est passé directement à la pompe. Et cette fois-ci, on a commencé en fait à des toutes petites doses. Donc, on peut commencer même à 3 microgrammes par pulse. Hein. Si vous commencez à 10, vous risquez de les hyperstimuler. Vous pouvez commencer à 5, grosso modo. Oui, pendant une semaine aussi. Donc ça, c'est les études qui avaient comparé chez des patientes stimulées pompe versus gonado dans ces contextes-là, donc d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle à ovaire multifolliculaire, voilà. Et il y avait effectivement plus de grossesse dans le groupe pompe et il y avait surtout donc plus d'ovulation, moins d'annulation pour hyperréponse, beaucoup plus de réponses monofolliculaires, des taux de grossesse par cycle, vous voyez, qui étaient de 27% versus 7,6% et des taux de grossesse par patiente de 66% versus 23%. Donc, les résultats de la littérature confirment ce qu'on dit. Cette patiente-là, en passant, je n'ai pas mis le monito, hein, mais je crois qu'on avait fait 5 microgrammes. Je crois qu'à S8, elle n'avait pas complètement répondu. Donc là, c'est là où vous pouvez passer 6, 7, 8 microgrammes. Vous y allez doucement parce que pour le coup, il ne faut pas augmenter de 5 en 5. Ouais, tu peux faire tous les 5-6 jours, quoi. Encore une fois, il n'y a pas de, enfin, je sais que vous voudriez avoir quelque chose de très, très, vous risquez pas grand-chose, hein. On risque pas grand-chose. Oui, il y a une question? Monitor le cycle de pompe Bah, dans le c'est vrai que chat. moi je dirais tous les 7 jours, sauf quand on arrive à un taux d'estradiol aux alentours ovulatoires où là après on le fait quelques jours après pour avoir pour voir la progestérone. Je dirais que le seul peut-être moment où on va rapprocher un peu, c'est dans les situations d'ovaires multifolliculaires sous-jacents où on veut être sûr effectivement qu'elles hyper répondent pas. Mais enfin bon, on n'est pas, je vous dis, on n'a pas non plus un risque. Oui. Alors, est-ce que la Alors, pompe est oui, ça remboursée? fait partie des traitements qui sont pris en charge par l'assurance Est-ce maladie. qu'il faut absolument qu'elle soit en parcours de PMA ou bien en libéral, on pourrait Non, vous éventuellement... pouvez. Non, vous pouvez. D'accord. C'est pas de la PMA d'ailleurs, on manie pas les gamètes, hein, donc c'est Non, oui, c'est hors AMP, hors mais c'est AMP. pris en charge Voilà, par la on leur Sécu. et on leur Ouais, fait une demande en fait ouais, comme vous d'entente remplissez. préalable. Ouais.
Ouais, ouais. Et est-ce que c'est dispo en pharmacie de ville? On pose la Oui, question. bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que du coup, faut prévenir à la dame qu'elle n'avait pas acheté ses boîtes le jour où on débute, qu'elle les commande. Oui, oui, c'est disponible. Et donc, sur l'ordonnance, vous allez commander. Alors, en fait, oui, des questions pratiques. Vous allez juste écrire Lutrelef, en fait, 3,2 et vous allez mettre 8 ampoules, par exemple. On dit qu'on part la première fois ou 7 ampoules. Et en revanche, la télécommande, c'est à vous de vous mettre en contact avec le labo pour l'avoir. Donc, c'est le laboratoire Ferring, hein, pour obtenir les télécommandes. Et c'est également le labo qui vous fournit les boîtes de pod. Donc, la patiente a seulement à acheter finalement le Lutrelef et puis en soutien l'HCG ou la progestérone. Donc, je vous dis, moi, je mets la première fois Lutrelef 3,2, solvant plus poudre, 7 boîtes, quoi. 7 ou 8 boîtes. Bah si, justement, donc la FSH et la LH. Alors, quelles sont les alternatives à la pompe? Donc, si vous n'avez pas ces traitements-là, vous allez pouvoir proposer de la FSH, mais il faudra aussi de la LH. Et donc, c'est effectivement les situations dans lesquelles parfois on a un petit peu plus de mal. Et donc, ça va vraiment dépendre du bilan hormonal de base. Si vous êtes dans un Kalman avec un hypo très sévère, il faudra proposer d'emblée des doses. Vous allez pouvoir, par exemple, donner 75, hein, et puis augmenter pareil au bout de 7 jours progressivement. Si vous êtes en revanche dans une situation avec des ovaires multifolliculaires sous-jacents, vous allez faire, bon, pas un step-up chronique low dose comme ce que vous faites avec les OPK, mais vous allez commencer à des plus petites doses. Mais c'est vrai que pour ça, la pompe est vraiment pratique parce que vous faites quasiment pas d'hyperstime, quoi, en fait. Et là, il faut déclencher, oui. Oui, oui. Faire un test de clomide pour cette patiente et non pour la première? Parce que la première, elle saignait pas à la progestérone, donc elle n'avait pas d'imprégnation hormonale androgène d'estradiol. Donc du coup, le clomide, en fait, c'est un SERM, hein, sélecteur d'œstrogène récepteur modulateur, et donc son mode d'action, c'est qu'il inhibe le rétrocontrôle de la FSH par l'estradiol. Mais si vous n'avez pas d'estradiol endogène, vous n'avez pas besoin de. Donc c'est juste, en fait, je pense qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est pour ça qu'on commence par la physiopathologie, le mécanisme de la novulation et de l'aménorrhée pour trouver le bon traitement. Je sais que c'est pas toujours évident, mais oui. Non, parce qu'on a vu que La voilà, question, c'est sur la dose de clomide. oui, c'est sur la dose de clomide, pardon. Voilà, souvent les patientes chez qui on a besoin d'augmenter, c'est parce qu'elles ont souvent une résistance au clomide, une insulinorésistance associée, etc. Ce qui n'est pas ce contexte-là. Donc, alors vous pourriez, hein, nous on l'a pas fait parce qu'on a vu qu'elle avait rien répondu du tout et que on avait peut-être répété le bilan et qu'on s'en est rendu compte que son hypo il était vraiment franc, voilà. Ensuite, une troisième situation, qui est donc une situation cette fois-ci d'une dame de 17 ans qui a une aménorrhée primaire avec un impubérisme. Donc là, ça sent quand même l'hypogonadisme hypogonadotrope congénital profond. Elle est née en fait avec un poids de naissance à 2 kg 310, une taille à 44 cm et il y a eu un infléchissement progressif de la courbe de croissance. Il n'y a pas d'antécédent familial de retard pubertaire. Elle n'est pas très suivie, cette jeune femme. Et elle est S1 à 4P4. Donc ça, c'est le développement, vous savez, vous connaissez ça, les stades de Tanner. Donc S, c'est pour les seins, A, c'est pour la pilosité axillaire et P, c'est pour la pilosité pubienne. Et donc, ça en fait, S1, ça veut dire qu'elle a quasiment pas développé sa poitrine. Elle vous apporte un bilan prescrit par son médecin traitant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, elle a un hypo profond sévère. Et là, qu'est-ce qui vous apparaît là sur ce bilan-là? En dehors des... Voilà, l'AMH, elle est basse. Est-ce que ça vous inquiète? D'accord. Enfin, on va voir après. Et elle a fait une écho, et là, du coup, on a plutôt des petits ovaires. Hein, vous voyez, ils font chacun 1 centimètre et de rares follicules. Vous l'interrogez, elle dit qu'elle ne sent pas très bien les odeurs. On a recherché d'autres signes, hein, c'était pour vous refaire réfléchir sur les signes du Kalman, donc toutes les anomalies de la ligne médiane, etc. Et qu'est-ce que vous demandez en première intention? Une IRM hypophysaire centrée sur les bulbes olfactifs. Elle a retrouvé une hypophyse normale, mais en fait une agénésie des bulbes olfactifs. Donc, est-ce que vous redemandez d'autres examens? Il faut poursuivre les investigations. Donc là, cette fois-ci, il faut demander effectivement une analyse génétique. Alors là, qui ne se fera pas dans un laboratoire de ville, il faudra adresser au centre, donc vous pouvez nous les adresser. Mais il y a d'autres centres aussi qui s'occupent des patientes qui ont un Kalman. Il faut rechercher une échographie, enfin, il faut faire une échographie rénale puisqu'elles ont parfois une aplasie rénale unilatérale. Là, ce n'est pas dans le contexte de la fertilité, mais vous avez retrouvé un syndrome de Kalman, il faut le bilanter. Et puis éventuellement un panoramique dentaire.
L'analyse génétique a retrouvé une mutation autosomique pro-KR2 qui confirme le syndrome de Kallmann. Et vous avez induit sa puberté. Donc ça, je ne pense pas que ce soit à vous d'induire la puberté, mais elle a pu avoir... En fait, c'est important cette patiente-là parce qu'elle avait un développement mammaire qui était très restreint et une aménorrhée. Donc elle, pour le coup, avant de lui faire faire un bébé, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire pousser son utérus, puisqu'elle a un utérus qui est prépubère en fait, puisqu'elle n'a pas été imprégnée d'hormones. Donc du coup, en fait, ça c'est pas de votre ressort, hein, c'est souvent pareil les endocrinos ou les gens un peu spécialisés, mais vous initiez d'abord un traitement par estradiol en fait, et puis ensuite vous augmentez progressivement les doses, et dans un deuxième temps vous faites une séquence par la progestérone. Mais je pense que c'est pas à vous de le faire. Mais en tous les cas, on arrive à faire pousser l'utérus de cette dame pour qu'il soit pubère, et ensuite on va pouvoir lui proposer un traitement pour sa grossesse. Donc, qu'est-ce que vous lui dites sur ses possibilités de future grossesse? Oui. Donc, on la rassure, on lui dit qu'effectivement, on va pouvoir l'aider. Donc ça, bah, vous avez vu que son taux d'AMH et son CFA ne préjugeaient pas de sa réserve ovarienne. Il faut systématiquement les adresser aux généticiens, ces patientes, parce que même si c'est autosomique dominant, bah, elle va avoir une probabilité non négligeable de transmettre sa pathologie. Et donc ça, c'est important qu'elle ait un conseil génétique, même si pas du tout une contre-indication à la grossesse ni un motif pour faire un diagnostic anténatal ou un DPI, mais il faut l'adresser aux généticiens. Et chez elle, on va commencer, vous allez voir, par des doses beaucoup plus importantes de GnRH. Donc nous, on avait commencé par 40 microgrammes par pulse. Et c'est chez ces patientes-là où ça peut être long, effectivement, parce qu'elles n'ont pas de cellules gonadotropes actives. Donc le temps que le stock, entre guillemets, se reforme. Vous pouvez même parfois, mais bon, ça c'est un peu... des choses un peu plus acrobatiques, mais comme la programmation de la pompe, elle est limitée à 40, en fait, vous ne pouvez pas aller au-delà. Moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, pour avoir plus, de dissoudre, enfin, de mettre 2 poudres dans un solvant. Et donc, du coup, il faut juste diminuer par 2 sur la télécommande ce que vous mettez. Mais bon, je pense qu'il faut avoir un peu l'habitude. Sinon, vous donnez dans ces cas-là des gonadotrophines FSH et LH. Donc, cette patiente, elle a été enceinte avec une pompe et elle a accouché. Ouais. Donc ça, c'est facile finalement. Quand c'est un hypo très profond, vous mettez des grosses doses. Mais en revanche, au bout d'un moment, si vous n'y arrivez pas, il faut passer à la FSH et à la LH parce que vous n'allez pas non plus pouvoir mettre 3 poudres dans un solvant. Donc voilà. Mais ça vaut la peine de commencer par la pompe. Quatrième situation, c'est une dame qui voudrait un deuxième avis. Elle est en aménorrhée. En fait, elle a eu ses cycles à 12 ans, des cycles toujours réguliers. Elle a pris la pilule de 23 à 30 ans. Et là, elle a perdu 6 kilos en 2 ans parce qu'elle voulait être plus mince. Elle fume un petit peu et elle a un bilan qui nous embête un peu plus. Pourquoi en fait? Donc en fait, elle a eu une FIV, ça n'a pas marché. Et son gynécologue lui a dit, ben moi je peux plus rien. En fait, elle n'a pas répondu du tout. Et son gynécologue lui a dit, je peux plus rien pour vous. Il faut que vous alliez faire un don d'ovocytes. Donc elle a une FSH à 8,3. Une LH à 1,1, un estradiol à 39, une AMH à 0,9 et une écho avec un CFA à 2 plus 3. Et je ne sais plus quel âge elle a, on va dire qu'elle a 38 ans. Quoi. Je ne sais plus quel âge je lui ai mis, mais on va dire qu'elle a 38 ans. Je vous oriente un peu. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites? Bah, elle a en tous les cas un début probablement d'insuffisance ovarienne. C'est vrai que sa FSH, elle a un ch'touille élevé en fait pour un hypo-hypo. Et puis, elle n'a pas non plus un hypo-hypo profond, puisque vous voyez, de temps en temps, elle a un test au progestatif positif. Donc, on ne devrait pas avoir une AMH et un CFA. Si vous voulez, on n'est pas dans la situation dans laquelle elle a tout bloqué. Donc, on peut se dire qu'il y a une part d'insuffisance ovarienne associée à cette hypo-hypo fonctionnelle, puisqu'elle a perdu du poids et qu'elle fait beaucoup de sport. Donc là, nous, c'est une patiente d'ici, hein, et du coup, on s'est dit, de toute façon, voilà, la FIV n'a pas marché, ou je sais pas, elle en a peut-être eu 2, je me rappelle plus d'histoire, mais en tout cas, cette patiente, elle était plutôt orientée vers un don d'ovocytes, et nous, on lui a posé une pompe. Et donc on s'est dit, devant ce probable tableau mixte, hein, à la fois hypo-hypofonctionnel et puis diminution de la réserve, et on a commencé à 20 microgrammes, là vous voyez, donc c'est pour vous dire, en gros, il y a des ovaires multifolliculaires sous-jacents, vous commencez à 5, on a une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle classique, vous commencez à 10, on pense avoir une baisse de réserve associée, on fait 20, et on a un hypo-hypo profond sévère à 40, quoi. Ça vous donne un peu un... Encore une fois, tout ce que je dis n'est pas des recommandations, hein, c'est la pratique clinique. Et cette dame, elle a été enceinte au premier cycle et elle a même eu une grossesse gémellaire.
Donc, je continue à la suivre, c'est une jolie histoire. Mais donc, elle est contente de ne pas avoir fait un don et elle va bien. On a peut-être eu de la chance, hein, c'est-à-dire que voilà, mais n'empêche que du coup, ça vaut la peine parfois de aussi, on dit rétro-pédaler, c'est-à-dire c'est pas parce qu'une patiente est passée forcément en AMP que si on pense que finalement c'était pas une bonne indication, eh bien recommencer par des techniques autres, c'est pas forcément lui donner une perte de chance. D'accord? Il y a encore deux petits cas cliniques. Donc une patiente de 25 ans, aménorrhée secondaire, elle arrête sa contraception il y a 12 mois et elle a une FSH à 3, une LH à 1,5 et un estradiol à 20. Alors désolé, il n'y avait plus d'animation. En gros, la plupart du temps, quand je vous demande ce qu'elle a, vous me dites un hypo-hypo, mais en fait, il faut absolument lui faire un dosage de prolactine. C'était ça l'enjeu de ce dossier. Et en fait, sa prolactine est à 120 nanogrammes par ml. Vous pensez bien sûr aux origines médicamenteuses. Vous vérifiez sa TSH, mais enfin, il faut vraiment une hypothyroïdie franche pour avoir une hyperprolactinémie. Et vous lui faites une IRM hypophysaire qui retrouve donc un petit micro-adénome. Et donc, cette patiente-là, si elle a un désir de grossesse, qu'est-ce qu'on lui propose? Est-ce qu'on la stimule? Est-ce qu'on lui fait une stime simple, une AMP, une pompe? On fait quoi? On normalise la prolactine. Donc, on donne tout à fait, on donne un agoniste dopaminergique, par exemple du Dostinex, un comprimé par semaine. Et cette patiente, on a normalisé sa prolactine en 2 mois, elle était enceinte spontanément. D'accord? Donc ça, voilà, c'était le piège. Mais comme vous allez vous dire, elle a un hypo-hypo, on va d'emblée foncer. Non, on pense toujours à la prolactine. Et puis, dernière situation, une femme de 23 ans qui a une aménorrhée secondaire depuis 6 mois. Et en fait, elle avait eu vers 16 ans une spanioménorrhée, des cycles tous les 2 mois. Mais elle a un contexte un peu particulier, cette patiente, parce qu'elle a été beaucoup transplantée dans un cadre de bêta-thalassémie majeure qu'elle a depuis l'âge de 2 ans et demi. Et donc, elle a malheureusement une hémochromatose post-transfusionnelle. Elle est plutôt bien équilibrée d'un point de vue de cette hémochromatose, avec un bilan hépatique qui montre une surcharge en fer, mais elle n'a pas d'hypertrophie ventriculaire sur son IRM cardiaque. Et dans l'ensemble, elle a une tolérance satisfaisante. Elle a toujours une ferritinémie élevée, mais elle est traitée donc par un traitement spécifique. Alors, elle n'a pas de signe particulier. Donc, elle a eu un développement pubertaire, hein, vous voyez, puisque ces troubles du cycle se sont installés après. Elle n'a pas de galactorée, la thyroïde est normale et elle a un bilan qui effectivement est comme celui de la patiente d'avant, sauf qu'elle a une prolactine et une TSH normale. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette hémochromatose post-transfusionnelle et de cette aménorrhée? C'est une cause? Oui, tout à fait. Donc, elle a un hypogonadisme hypogonadotrope. Et en fait, elle a une surcharge en fer de son antéhypophyse et de sa tige pituitaire liée à l'hémochromatose. Donc sur l'IRM hypophysaire, en fait, euh, sur l'IRM hypophysaire, je pense que c'est ici en fait et ici, c'est-à-dire que son hypophyse, elle est complètement saturée en fait. Et ouais, non, on le voit mieux ici en fait. Ici, oui, et surtout, donc elle a un tout petit signal alors que c'est injecté, donc c'est pas normal. Et en revanche, là, vous voyez, c'est pour ça qu'on voit que c'est injecté, la post-hypophyse qui, elle, est en hypersignal parce que la post-hypophyse, elle restera toujours en hypersignal spontané, quoi qu'il en soit, parce qu'elle contient des granules de desmopressine, donc quoi qu'il arrive, injecté ou par injecté, elle sera en hypersignal. Et en revanche, donc on a un hyposignal franc là sur le T2 aussi. Donc, c'est pas vous qui avez fait le diagnostic sur l'hypophyse, mais en tout cas, le contexte, vous l'avez évoqué. Elle veut un bébé, cette patiente. On lui avait proposé un DPI dans ce contexte de bêta-thalassémie, mais elle ne souhaite pas. Et donc, qu'est-ce que vous allez lui proposer pour induire son ovulation? Est-ce qu'on propose du citrate de clomifène? Est-ce qu'il propose une pompe? Juste de la FSH? Ou est-ce qu'on propose de la FSH et de la LH? On peut peut-être faire partir le sondage? Qui fait la première hypothèse du chlomide? Oui. Il y a deux personnes qui. Vous voulez poser une question? On va voir. Donc les avis sont partagés. Donc le problème, c'est qu'en fait, il faut comprendre le mécanisme de son aménorrhée. Et là, en fait, son hypophyse, son antéhypophyse, elle est comment?
Elle est détruite en fait, c'est-à-dire qu'elle a une surcharge en TI hypophysaire. Donc vous pouvez toujours aller stimuler votre hypophyse, mais en fait ça ne sert à rien. On peut stimuler que s'il y a des cellules en TI hypophysaire gonadotropes qui vont répondre. Donc et la FS, et la LH, RH et le clomine ne vont malheureusement servir à rien. Et il faut d'emblée en fait donner ce que non, ni la pompe non plus, puisque en fait vous allez donner du LHRH, mais il n'y a pas de cellules en TI hypophysaire gonadotropes pour pouvoir répondre à la LHRH. Donc c'était pour vous dire que quand il y a une atteinte organique de l'hypophyse, il ne faut pas donner la pompe pour le coup, puisqu'il faut qu'il y ait des cellules anti-hypophysaires gonadotropes qui puissent répondre. C'est des situations, mais c'est juste pour vraiment, il faut que vous compreniez, en fait, si vous comprenez le mécanisme et l'atteinte, ensuite vous pouvez donner les traitements appropriés. Donc là, c'était une bonne indication de FSH et de LH recombinante. Et donc, en fait, l'hémochromatose, ça a accumulé du fer au niveau en fait de certains organes et notamment en fait au niveau de l'antéhypophyse. Il faut savoir que c'est rarement associé à d'autres déficits antéhypophysaires, donc elles ont rarement des déficits corticotropes ou thyréotropes, parfois des déficits en GH, d'accord? Et que, en fait, comment ça agit? Ça a donné en fait un effet cytotoxique. Le fer, il attaque les cellules et en fait, il y a une mort cellulaire. Et ce fer, en fait, dans l'antihypophyse, a un tropisme préférentiel pour les cellules gonadotropes. Voilà. Vous ne pouviez pas le savoir, hein, mais et donc, chez ces patientes-là, en gros, qui ont une hypophyse qui est déficiente ou détruite, enfin, qu'il n'y a plus de récepteurs, en gros, qui vont pouvoir accrocher ce GNRH et stimuler ensuite les cellules antéhypophysaires gonadotropes de l'hypophyse, il ne faut pas donner une pompe. D'accord? Donc, si on termine, eh bien, ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on a caractérisé notre aménorrhée. On a estimé qu'on allait pouvoir la stimuler. Une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'est soit effectivement une induction de l'ovulation par citrate de clomifène, c'était le deuxième cas clinique, si en gros le dosage d'estradiol endogène est suffisant. Donc, en gros, c'est celles qui ont un test du façon positif. Une pompe à la HRH, sinon en première intention, parce que ça marche mieux que les gonadotrophines, il y a moins d'hyperstime, il y a plus de grossesse et qu'au final, il y a moins d'hyperréponse. Et puis que la présence d'ovaires multifolliculaires sous-jacentes ou chez une patiente qui a un SOPK ancien, ce n'est pas une contre-indication à la pompe, mais en revanche, on va donner des doses plus basses. Et attention donc chez ces patientes-là à l'utilisation des gonadotrophines qui sera parfois un peu plus périlleuse. La posologie standard, je vous le disais, c'est plutôt 10 microgrammes par pulse, mais encore une fois, avec des ovaires multifolliculaires sous-jacents, on va dire 5, et puis avec un hypo profond, 40. Quand il y a une part mixte, on va dire 20. On augmente par petits paliers, vous pouvez même augmenter à des paliers de 1 microgramme par pulse. On ne déclenche pas l'ovulation et le soutien de la phase lutéale est obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai qu'on les a posées. Oui? La posologie des gonadotrophines, pareil.